Ces dernières semaines, la situation internationale a connu un certain nombre de développements majeurs dans le contexte à la fois du retour de Trump à la Maison-Blanche et à l'aune de la situation ukrainienne. Alors que l'Ukraine est plus que jamais le théâtre d'une lutte sans merci entre les puissances impérialistes pour sa vassalisation, que le génocide se poursuit à Gaza et que l'Europe est traversée par des tendances historiques à la militarisation qui présagent de futures guerres, de nouveaux massacres et de nouvelles spoliations, nous avons décidé d'organiser une émission spéciale avec Révolution Permanente. Pour discuter de ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Alcoy, qui est membre de la section internationale de Révolution Permanente. Pour entrer dans le vif du sujet, ces dernières 7 semaines, et pour la première fois depuis 3 ans, semble s'ouvrir en tout cas une opportunité, une fenêtre de tir pour une trêve en Ukraine. La semaine dernière, des délégations ukrainiennes ont rencontré des délégations états-uniennes qui ont acté d'un accord de principe sur le cessez-le-feu. Ce mardi, Vladimir Poutine a échangé avec Donald Trump. Et ils ont acté non pas un accord de cessez-le-feu total, mais un accord qui se bornerait aux infrastructures énergétiques. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire du plan de Trump ? Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce plan-là, mais aussi nous expliquer, ou en tout cas nous dire ce que tu penses de ces discussions sur un cessez-le-feu, sur sa possibilité, et qu'est-ce qui s'annonce dans ce contexte pour la guerre en Ukraine ? Oui, mais il me semble que la première chose qu'on doit dire par rapport à ça, c'est qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions la situation en Ukraine, parce que comme on a vu avec la trêve à Gaza, juste avant que Trump arrive au pouvoir, et ces trêves peuvent être très fragiles et à tout moment faire repartir la guerre. D'ailleurs, même à la différence de Gaza, où les bombardements se sont arrêtés, même s'il y avait quelques violations par-ci, par-là, et notamment après une offensive en Cisjordanie de la part de l'armée israélienne. Et dans le cas de l'Ukraine, il s'agit d'une trêve pour 30 jours partielle. Donc voilà, il faut être prendre ça avec beaucoup de précautions, ces annonces-là, et surtout voir un peu le sens en général. Oui, comme tu disais, c'est la première fois en 3 ans qui s'ouvre une possibilité d'une trêve et du début peut-être des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais il faut voir les conditions justement de cette trêve et des négociations dans lesquelles on s'inscrit. Clairement, c'est en défaveur de l'Ukraine, et non seulement parce que la Russie, ces dernières semaines, elle avançait sur le terrain. Elle avançait, mais ce n'était pas non plus des percées énormes, non? Mais aussi parce que de la part des États-Unis, qui est en fin de compte le garant en dernière instance toujours de la poursuite ou pas de la guerre en Ukraine, notamment du côté ukrainien évidemment. Et il y a eu beaucoup de pressions qui ont été mises sur le gouvernement ukrainien, et essayant de le forcer à négocier et à tout prix, dans des termes qui sont plus favorables à la Russie, d'une part, et en plus, d'autre part, et avec des exigences de la part des États-Unis, comme on a vu tout le scandale sur la question des minéraux, après l'humiliation qu'il y a eu de Zelensky à la Maison-Blanche et tout. Donc voilà. Et je pense que la première chose à voir, c'est celle-là, de faire vraiment attention et ne pas penser que c'est vraiment la fin de la guerre. La situation, elle est traversée de beaucoup de contradictions. Et Poutine lui-même a imposé, en fin de compte, une trêve minimale sur des objectifs très minimaux, et parce que la Russie est consciente qu'elle a aujourd'hui sur le terrain elle est en position de force, et plus elle est en position de force sur le terrain, plus elle va avoir un rapport de force plus important pour les négociations. D'ailleurs, il y a quelques jours, l'Ukraine a dû se retirer de Koursk, de la région de Koursk, les terres de Koursk en Russie qu'elle occupait depuis août dernier, et ce qui marque un recul très important sur le terrain de la guerre pour l'Ukraine, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de facteurs, en tout cas, qui laissent imaginer qu'on se dirige aussi vers en tout cas, une tentative de temporisation
de la Russie. Tu discutais des avancées, y compris des avancées militaires encore de la Russie. Il y a aussi des pressions internes qui continuent d'exister, notamment entre différents secteurs des oligarques, entre certains secteurs ultranationalistes, y compris qui défendent la poursuite de la guerre. Il y a quelque chose d'important, je pense, dans ce que dans ta première réponse. Tu discutes d'emblée pour dire que cet accord de cessez-le-feu va se faire au détriment de l'Ukraine. Ces dernières semaines, on a vu un changement de stratégie de l'impérialisme américain avec le passage d'une stratégie de Biden qui consistait à armer l'Ukraine et à enrôler ses alliés occidentaux de l'Union européenne, de l'OTAN, pour affaiblir la Russie dans une guerre par procuration, à une lutte aujourd'hui sans merci pour se partager le butin ukrainien. Une lutte par ailleurs dans laquelle l'impérialisme français aussi tente de jouer sa partition. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la situation qui s'annonce pour l'Ukraine, peut-être au-delà du cessez-le-feu, mais dans ce qui s'est joué un peu, en tout cas depuis ces dernières semaines, en termes d'offensive pour la vassalisation, la lutte pour le partage des ressources ukrainiennes? Oui, je pense qu'il faut comprendre la guerre en Ukraine un peu dans sa globalité, non? Parce que vu comme ça, il ne faut pas se tromper et penser que la guerre en Ukraine, c'était juste un conflit qui s'est limité entre l'Ukraine et la Russie. Et les enjeux dépassaient de loin l'Ukraine, dépassaient même de loin l'Europe. C'était des enjeux internationaux et que l'OTAN, notamment les États-Unis, mais aussi les alliés européens, avec toutes les contradictions que ça a ouvert la guerre en Ukraine pour eux, et utiliser la question de l'autodétermination de l'Ukraine et l'agression de la Russie contre l'Ukraine pour, dans une sorte de guerre par procuration, pour affaiblir, pour faire que la Russie s'affaiblisse, qu'elle dépense beaucoup de ressources et qu'elle soit distraite dans une guerre. Et on peut empêtrer dans une guerre très difficile et à partir de là, tirer des avantages dans la concurrence internationale entre le bloc, on va dire, des Occidentaux, entre mille guillemets, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire si ça existe encore un bloc occidental, en tout cas tel qu'on l'entendait il y a un an, ou même quelques mois, on va dire. Et de l'autre côté, la Chine et la Russie, non, donc ils sont alliés. Donc, la politique du gouvernement démocrate de Biden a été au début de pousser, armer l'Ukraine, la pousser à tenir face à la Russie, faire du mal à la Russie, épuiser la Russie le maximum possible, mais tout en parce que c'est pas non plus comme si Trump a une politique de donner l'Ukraine aux Russes et de l'autre côté Biden était pour la protection de l'Ukraine. C'était des armes qu'il donnait, mais avec beaucoup de limites, beaucoup de lignes rouges, etc. Et toujours en essayant de maintenir un équilibre entre épuiser la Russie, mais sans aller trop loin et déclencher le danger d'une guerre nucléaire ou une guerre plus directement entre l'OTAN et la Russie. Ça c'était un peu la politique qu'il y avait jusqu'à présent l'impérialisme nord-américain et ses alliés européens. La question, c'est que maintenant, avec Trump au pouvoir, l'idée, c'est les États-Unis sont en train de voir que cette guerre elle est ingagnable, alors que pendant des mois, plein de journalistes en Europe aussi parlaient de la possibilité de l'Ukraine de gagner la guerre et tout. Et maintenant, Trump a changé. Et il veut apparaître comme le faiseur de paix. C'est pour ça qu'il a imposé une trêve très fragile à Gaza. Et maintenant, il essaie de mettre fin à cette guerre en Ukraine. Mais pour ça, il sait qu'il y a une guerre ingagnable d'un côté comme de l'autre, parce que la Russie n'a pas été non plus capable de la gagner. Et il devait pousser l'Ukraine à négocier. Et pour ça, il a utilisé toute l'arrogance impérialiste qu'on connaît aux États-Unis et pour la pousser à négocier et à faire beaucoup de concessions à la Russie. La Russie, de l'autre côté, qui s'est sentie en position de force et Poutine a
disons, se tenait et ne voulait pas lui-même faire des concessions. Et donc, la conclusion, c'est que c'est l'Ukraine, finalement, qui fait ces concessions et que tout le monde essaye de se partager le butin dans l'Ukraine. Les États-Unis et Trump, avec sa rhétorique trop d'argent, non, parce que c'est trop d'argent qu'il donnait à l'Ukraine, essaie de reprendre un peu de cet argent investi, parce que il parle dans ces termes-là. Là, on voit toute l'hypocrisie quand il parle de défendre l'autodétermination de l'Ukraine, etc. Mais bon, l'argent investi, donc il demande cet accord sur les minéraux, les ressources naturelles en Ukraine. Et de l'autre côté, oui, l'Ukraine va très probablement devoir renoncer à une partie importante de son territoire à la Russie. Et de l'autre côté, l'Europe, qui présente un discours, non, soi-disant, de la démocratie, du monde libre, etc. Et elle aussi, elle est dans cette dispute. Elle aussi a beaucoup investi dans cette guerre et elle aimerait bien avoir sa partie du butin. Pardon, sa partie du butin. Mais d'autre part, je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça. Il y a des vrais enjeux géopolitiques et justement, cette situation en Ukraine marque une rupture importante dans l'alliance transatlantique. Peut-être pour discuter plus précisément un peu de ces objectifs géopolitiques sur lesquels tu concluais ta réponse, il me semble qu'effectivement, il y a un enjeu, en tout cas pour Trump, à la fois vis-à-vis de la Russie, mais aussi dans les coordonnées. Par exemple, cette semaine, c'est aussi le retour du génocide à Gaza. On sait que la rencontre entre Trump et Poutine a été aussi une occasion de discuter de la question du dossier du nucléaire iranien. Est-ce que tu pourrais revenir plus largement sur ces enjeux géopolitiques pour Trump et par lesquels il essaie et qui joue un rôle central dans son intervention dans le conflit, en tout cas sur la situation en Ukraine? Oui, et moi, il me semble que le changement qu'on est en train de voir de la part des États-Unis et qui a des conséquences au niveau international, et ils sont très importants. Les États-Unis, ce sont la principale puissance impérialiste dans le monde aujourd'hui, mais qui sont en recul. Ils sont clairement en recul. Et recul partiel, mais recul quand même. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas tout gérer dans le monde. Et il y a des priorités que les États-Unis ont au niveau géopolitique, au niveau de la politique internationale, qui sont principalement la contention de la Chine. Il y avait un plan depuis longtemps, même sous la présidence d'Obama, d'essayer de se désengager du Moyen-Orient pour concentrer des forces, libérer des forces dans la politique de contention de la Chine, dans la zone de l'Indo-Pacifique. Cette politique était très compliquée. En plus, la guerre, le génocide à Gaza, ça a compliqué les choses. Et qu'en plus, maintenant, avec la reprise des combats, des bombardements plutôt, à Gaza, ça complique encore la situation des États-Unis. Et dans ce contexte-là, ceux qui vont payer disons, le coût du désengagement ou la libération de certaines ressources des États-Unis pour les concentrer ailleurs, c'est l'Europe. Donc, Trump, clairement, il est en train de dire, c'est à l'Europe de gérer la sécurité européenne. Même s'il avait dit pendant la campagne et tout, les Européens ne se sont pas du tout préparés à ça. Donc, c'est les puissances, ça crée une crise importante pour les puissances impérialistes européennes qui vont devoir désormais gérer leur sécurité sans les garanties que les États-Unis avaient mis en place, garanties sécuritaires que les États-Unis avaient mis en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, oui,
Et ça implique beaucoup de choses et beaucoup de méfiance déjà vis-à-vis des États-Unis et surtout une division historique de l'alliance transatlantique. C'est pour ça que je disais au début, je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler d'Occident, parce que en plus c'est un accident politique, non géographique vraiment, mais maintenant il y a une division entre l'Europe d'un côté qui a lancé une course à l'armement, à la militarisation, et pour faire face à ce défi posé par les États-Unis, et d'autre part, que les États-Unis qui disent clairement, c'est à vous de gérer la sécurité européenne, et donc c'est à vous de gérer même l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Donc, je pense que c'est quelque chose d'historique qui est en train de se passer et très, très important, qui ouvre beaucoup de contradictions. Et pour les puissances impérialistes en Europe et pour la situation internationale en général. Peut-être pour aller dans le sens de là où tu nous amènes, mais effectivement, l'une des conséquences centrales de cette évolution de la situation internationale et de la situation en Ukraine, c'est d'abord, c'est aussi en tout cas la situation pour l'Europe, qui est sans doute le deuxième camp, entre guillemets, qui sort le plus affaibli de la situation. Il y a l'Ukraine évidemment, il y a l'Europe ensuite. On a déjà vu ces dernières semaines, en réaction à ça, une évolution historique de la situation européenne, notamment sur le terrain de la militarisation. Un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui historiquement, notamment, où il y avait une conscience anti-guerre très importante, a acté un tournant historique, et c'est le mot, vers la militarisation, avec un plan de 900 milliards d'euros. Il y a aussi la question de l'Union européenne, la question de la Pologne, sur laquelle tu as écrit par ailleurs dernièrement. Donc peut-être d'abord une première question sur cette dynamique en tant que telle, et pour faire le lien, parce qu'il y a aussi un deuxième sujet qui revient au cœur de ces enjeux, en tout cas des bourgeoisies européennes, notamment dans la bouche de Macron et Starmer, c'est la question de l'autonomie européenne. Là aussi, qu'est-ce que tu penses de la possibilité d'une autonomie européenne dans cette situation ? Oui. Et sur la question de la militarisation, et même, c'est lié à la question de l'autonomie stratégique européenne, etc. Et la militarisation disons non, parce que évidemment que les puissances impérialistes ont décidé, se sont adaptés à cette réalité, que les États-Unis soient les garants de la sécurité du continent en dernière instance. La France a toujours été sceptique vis-à-vis de ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a développé l'armement nucléaire et voilà, une politique toujours très méfiante de ça. Mais bon, il faut dire que aussi c'est les États-Unis qui tiraient, disons, ils n'étaient pas des victimes. C'était une politique de la part de l'impérialisme nord-américain pour pouvoir avoir un contrôle sur ce qui s'est passé en Europe, notamment dans le contexte de la guerre froide, et y compris après la fin de la guerre froide, pour éviter qu'il y ait la formation des concurrents importants en Europe qui puissent puissent concurrencer la domination des États-Unis. Donc, je dis ça parce que parfois, on a tendance à discuter du côté des Européens et se présenter en victime de la manipulation des États-Unis, etc. Et de l'autre, dire que c'est le contraire, c'est les États-Unis qui sont un peu la vache à lait des Européens. Mais la réalité, elle est plus complexe. C'est une situation qui a arrangé tout le monde. Mais tant qu'il n'y a pas de grandes contradictions au-delà, qu'il y avait une mondialisation harmonieuse, notamment après la fin de la guerre froide et tout pouvait rouler. Plus ou moins, tout le monde s'arrangeait, tout le monde gagnait un petit peu. Mais après, ça a commencé avec la crise économique de 2008 et les années qui ont suivi. Et maintenant, la situation, elle change. Et donc, du coup, l'Europe est poussée dans ce contexte-là à une militarisation à outrance. On utilise d'ailleurs la Russie comme
comme l'épouvantail, pour dire qu'il faut se protéger de la Russie et pour faire attention, le danger russe, etc. Et il faut savoir aussi que dans ce contexte-là, je me permets juste une petite parenthèse, après la fin de la guerre froide, et alors que les États-Unis avaient promis, avait un accord diplomatique avec l'Union soviétique en cas de réunification de l'Allemagne. Il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN à l'est du continent, etc. À la fin de la guerre froide, et c'est tout le contraire qui s'est passé, il y a eu une extension de l'OTAN vers l'Europe centrale et de l'Est. Là, les États-Unis étaient complètement pour ça, d'ailleurs, mais aussi l'Allemagne. L'Allemagne ne voulait pas être la frontière de l'OTAN face à la Russie ou à un éventuel danger russe. Donc, et toutes ces intégrations des pays d'Europe de l'Est, etc., c'est-à-dire déjà une première militarisation depuis les années 90 et après, depuis le début des années 2000, et c'est une politique de véritable encerclement, même si la propagande de Poutine utilise ça pour justifier sa politique d'agression de l'Ukraine. C'est que la réalité, quand on voit les cartes, quand on voit les données, quand on voit la réalité historique, oui, il y a une politique d'encerclement. Et ça ne veut pas dire que l'OTAN voulait attaquer la Russie, mais en politique, c'est pas une question de volonté juste, c'est une question de possibilité. La question, c'est que s'il voulait attaquer, il pouvait. Et la Russie était encerclée. Et donc, aujourd'hui que la situation est en train de changer, la militarisation pose un vrai danger de guerre, parce que face à un danger, et moi je pense que le danger russe, il est exagéré, il y a beaucoup d'analystes qui le disent, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'analystes qui disent qu'aujourd'hui, la Russie ne pourrait pas se lancer, et même dans les prochaines années, à des attaques contre, je sais pas, la Pologne, l'Allemagne, encore moins, etc. Mais même si ce danger était réel, etc., ce n'est pas la militarisation à outrance qui va pouvoir désarmer Poutine, qui va pouvoir désarmer. Au contraire, ça prépare des possibles guerres. Et tu parlais de la Pologne. La Pologne, récemment, a demandé, a dit qu'elle était OK pour profiter du parapluie nucléaire français qui est étendu à toute l'Europe, et a même demandé aux États-Unis de stationner des armes nucléaires sur le territoire polonais. Et la Pologne, qui depuis des années, qui est devenue, je crois, la 4e ou la 3e armée au sein de l'OTAN, et qui voudrait devenir une véritable puissance militaire en Europe. Et ça, c'est un danger, parce que la Pologne, peut-être, ne s'arme pas que contre la Russie. Peut-être elle pourrait s'armer selon comment évolue la situation, et que ces armes-là et ces armées-là soient utilisées contre des États voisins. Les relations entre la Pologne et l'Ukraine ne sont pas apaisées. Les relations entre la Pologne et la Biélorussie ne sont pas apaisées. Il y a beaucoup de contradictions dans cette région-là. La montée des nationalismes fait ressurgir justement des nationalismes qui, par exemple, je discutais récemment que les héros nationaux de l'Ukraine actuelle, qui étaient des collaborateurs nazis, c'est des assassins des Polonais. Et en même temps, la Pologne a longtemps occupé des régions de l'Ukraine. Entre les deux pays, se sont livrés des guerres. Bon, disons, dans cette région, et en Europe, il y a beaucoup une histoire de contradictions et des luttes entre les différents États. Et différents types de nationalisme, qui réactionnaires et tout. Et d'autre part, la question de tu disais, l'autonomie stratégique. Moi, je pense que ça, c'est une chimère réactionnaire qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce qu'il faudrait faire, mais c'est une chimère bourgeoise et réactionnaire qui se base sur l'illusion comme quoi l'Union européenne
aurait fait disparaître justement les contradictions desquelles je suis en train de parler. Et ces contradictions nationalistes, et aussi la concurrence entre les différents États, et surtout entre les différents États impérialistes de l'Union européenne. Et, l'Union européenne a été une avancée énorme pour l'impérialisme, les différents impérialismes en Europe. C'est un niveau de coordination et d'union assez important et élevé par rapport à l'histoire du continent. Mais ça n'a pas fait disparaître les contradictions. Déjà, l'Union européenne, on parle beaucoup de l'Union européenne, mais ce n'est pas un État, ce n'est pas un pays. L'Union européenne, il n'y a pas de bourgeoisie européenne. Il y a différentes bourgeoisies européennes qui coopèrent à certains moments, ponctuels parfois plus à long terme, mais aussi qui sont en concurrence entre elles. Donc, je pense que, on l'a vu même, des stupidités. Stupidité, ce n'est pas une stupidité en réalité, mais quand c'était la pandémie de Covid-19 et les différents États de l'Union européenne faisaient la guerre pour voir qui achetait les masques, qui achetait les vaccins, qui achetait ceci, qui achetait cela. Et qui peut croire qu'en cas de guerre, ces contradictions-là ne pourraient pas apparaître, même qu'ils ne puissent pas s'approfondir, et que tôt ou tard, par exemple, je ne sais pas, les capitalistes français, la bourgeoisie française, les élites françaises disent que non, on ne va pas accepter le leadership allemand pour X raisons. Nous, on est l'armée la plus forte. Même l'armement qu'utilisait de l'Allemagne, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour la France. Et donc, je l'écris il y a quelques jours, le fait que les États-Unis se retirent crée une crise de leadership au sein de l'Union européenne. Parce qu'avant, c'était clair qui était le leader, qui était celui qui a une dernière instance tranchée. Non, au moins en termes militaires. Aujourd'hui, qui va trancher? La France et l'Angleterre, et même si l'Angleterre ne fait pas partie de l'Union européenne, mais bon, ou l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, c'est qui? Donc je pense que c'est un projet on parle depuis des années de ça, mais pour moi, c'est une chimère, même réactionnaire, et impossible à réaliser tant qu'il y a ces contradictions nationales et entre les différents impérialismes européens. Par ailleurs, sur ce sujet, de façon partielle, mais avant d'aller vers une autre question, mais on voit déjà en réalité à quel point il y a une difficulté de la part de l'Union européenne à offrir une réponse commune à la situation en Ukraine. Je veux dire, Macron, qui a tenté d'être le chef de file de cette réponse commune, a déjà fait face à un certain nombre d'échecs, à la fois sur le terrain, tu en parlais du parapluie nucléaire, mais sur la question plus historiquement, depuis son discours de 2017 à la Sorbonne, sur la question, y compris de l'autonomie de la défense de l'Europe, sur le terrain de la défense commune, etc. En tout cas, on voit déjà un certain nombre de difficultés, pour aller dans le sens de ce que tu disais, à offrir une réponse commune des bourgeoisies européennes à cette situation. Même sur l'envoi des troupes en Ukraine. Totalement, oui. Par exemple. Et Macron et Starmer, ils sont d'accord, mais les Polonais, les Allemands sont en train de temporiser. Oui. Donc on verra finalement si ça se fait. En plus, la Russie est contre, donc ça créerait une autre contradiction. Voilà. Oui. Peut-être c'est quelque chose que tu évoquais. On n'est pas obligé d'en discuter longtemps, mais quand même, je voudrais te poser cette question. L'un des arguments avancés beaucoup, tu l'évoquais dans ta réponse, mais l'un des arguments avancés beaucoup sur la question, en tout cas pour justifier la militarisation en cours, c'est la question de la Russie et du danger de l'expansion vers l'Est que représenterait la Russie. C'est un discours qui est repris un peu partout dans les médias, jusque dans Mediapart, par exemple, etc. Il n'est ici pas question de contester le fait que la Russie, bien évidemment, est un acteur réactionnaire de la guerre en cours en Ukraine, etc. Mais peut-être pour discuter un peu de cette question en tant que telle, est-ce que le militarisme actuel, c'est pas davantage une tentative des États de l'Union européenne de se réinscrire dans la compétition d'un monde de plus en plus instable, y compris dans le cadre d'une compétition entre les États-Unis et la Chine, que vraiment l'objet, ou en tout cas la conséquence d'une menace que représenterait la Russie
aujourd'hui, indépendamment à nouveau du caractère réactionnaire de l'offensive russe en Ukraine. Mais qu'est-ce que tu penses un peu, en tout cas, à la fois de ce discours et de ce qui justifierait, en tout cas, objectivement, la militarisation pour les intérêts des puissances européennes? Oui, moi je pense que la question, surtout le discours sur la Russie, il y a une grande partie qui est une mauvaise répétition d'une pseudo-rhétorique type guerre froide. Et moi je pense que aujourd'hui déjà c'est très différent. Et déjà parce que la Russie d'aujourd'hui n'est pas l'Union soviétique de l'époque, il n'y a rien à voir. Mais surtout que c'est très pratique. Avoir un ennemi, c'est très pratique pour justifier les dépenses énormes en termes de défense. Mais aussi, non seulement les dépenses, mais aussi la militarisation des esprits, la militarisation générale de la société et même une certaine forme de bonapartisation des régimes politiques. Et justifier beaucoup de répressions par rapport à la préparation à la guerre, et qui n'est pas une préparation à la guerre concrète, mais c'est plus une préparation dans les esprits et une augmentation générale des budgets militaires pour faire face à ce changement qu'on discutait tout à l'heure. Oui, le caractère réactionnaire du régime de Poutine est indéniable. Le caractère réactionnaire, même de sa guerre en Ukraine, il est indéniable. Mais la question, c'est de voir aussi les faiblesses et les contradictions de la Russie. Et la Russie n'a pas pu conquérir l'Est de l'Ukraine, mais pas toute l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine. L'objectif principal, en tout cas l'objectif au début de la guerre de la Russie en Ukraine, c'était de faire tomber le gouvernement à Kiev. Ils ne sont pas réussi, ils n'ont pas pu. Et donc, ils ont dû changer les objectifs à conquérir une partie de l'Est. Ils n'ont pas tout conquis. Ils n'ont pas pu prendre Odessa, ils n'ont pas pu prendre d'autres villes importantes du pays. Donc, il est difficile d'imaginer que cette même armée, qui est déjà épuisée, et voilà, dans un pays qui est dans une situation économique compliquée, même s'ils ont plutôt bien résisté aux sanctions économiques, etc. Mais il y a beaucoup de contradictions et beaucoup de faiblesses et des limites de la Russie qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je vois très difficile que la Russie se mette à attaquer des pays qui font partie de l'OTAN, même les pays baltes, la Pologne, etc. C'est pas impossible parce qu'en général, c'est pas impossible parce que ça dépend de la situation, etc. Mais aujourd'hui, à court terme, ça semble très peu probable, c'est pas que moi qui le dis, mais c'est beaucoup d'analystes qui n'ont rien à voir avec la gauche, rien du tout, ils ne sont pas marxistes, ils ne sont rien du tout, et c'est juste des analystes très connus et qui travaillent sur ces questions depuis des années et qui le disent. La Russie aujourd'hui, c'est la question de la Russie, la menace russe, c'est plus de la propagande que de la réalité. Aujourd'hui, à court terme. Mais la question, c'est que ça sert la cause de l'armement européen. Et effectivement, avoir la Russie, c'est très pratique. Et en plus, la question principale aussi pour l'Union européenne, c'est d'exister au milieu de la rivalité Chine et États-Unis. Elle est en train de voir qu'elle est en train d'être mise de côté, les puissances européennes. Donc, ils doivent exister. Ils doivent exister et au-delà des questions purement économiques. Ils doivent exister géopolitiquement. On a vu la crise dans laquelle se trouve l'impérialisme français en Afrique qui s'est fait... L'armée française s'est fait expulser du Mali, du Burkina Faso, du Niger et même d'autres pays qui sont plus proches de la France. Et la crise de l'impérialisme nord-américain, mais en Europe allemand, qui n'est pas juste une crise parce qu'ils ne sont pas une armée puissante, c'est que le modèle économique de l'Allemagne, il est en crise. Donc, c'est tout ça qui se joue
dans le réarmement, parce qu'il n'est pas juste un réarmement militaire, mais aussi, je pense, un réarmement géopolitique que l'Union européenne essaye. Mais je dis l'Union européenne, pour faire rapide, en réalité, c'est les différentes puissances impérialistes au sein de l'Europe qui essayent de répondre à une situation nouvelle qui est en train de les mettre en danger. Tu parlais dans ta réponse des éléments de bonapartisation à venir du régime. En réalité, on commence déjà à voir quelles vont être les doubles conséquences, en tout cas un peu de cette militarisation. Si on s'intéresse par exemple au plan de réarmement de l'Union européenne, je crois que c'est 650 milliards d'euros à trouver sur le budget des États, donc une cure austéritaire très importante. On voit que Macron essaye de revenir au premier plan aussi, de remédier un peu à la crise politique du fait de la militarisation dans cette séquence. Est-ce que tu pourrais revenir un peu, en tout cas sur ce qui s'annonce pour les classes populaires en France aussi, dans ces coordonnées de militarisation très importantes, mais aussi de discours, de propagande qui est en train de se préparer sur le sujet de la guerre? Oui, parce que si on disait qu'il y avait beaucoup de contradictions et des concurrences entre les différents capitalistes européens, et il y a une chose sur laquelle tout le monde semble d'accord, c'est de détruire ce qui reste de l'État social, des acquis sociaux, de la classe ouvrière et des classes populaires en général en Europe. Et on va endetter les États pour les réarmer ou les armer davantage plutôt. Et l'argent, il va falloir le trouver quelque part. Et pour rembourser les prêts et tout. Et cet argent, on commence déjà à le dire, et c'est dans les caisses de la sécurité sociale, dans les budgets de l'éducation, de la santé, de tout ce qu'on pourra gratter, on va dire, tout ce qu'on pourra un peu détruire, miner, affaiblir d'un point de vue des intérêts des classes populaires sur le continent, on va s'attaquer à ça. Et c'est même pas une hypothèse. Tout le monde est en train de le dire. D'ailleurs, le conclave sur les retraites, évidemment, c'était du blabla, on le savait déjà, mais on commence à dire clairement que reculer l'âge de départ à la retraite, c'est une folie, que ça ne touche pas. Notamment, il le justifie comment ? Par rapport aux coordonnées internationales. Donc, on voit comment les coordonnées internationales aujourd'hui sont en train de jouer, mais dans le détail de tout ça. Et en plus de ça, il faut voir qu'il est très probable que les dépenses en armement et l'endettement, etc., puissent faire augmenter l'inflation. Et donc, on doit dire que toute la situation de militarisation, de réarmement de l'Europe doivent encore, par contre, passer par la case lutte des classes. C'est très probable, ou c'est possible, ou en tout cas, c'est ce que nous, l'hypothèse qu'on aimerait plus que se réalise, c'est que face aux attaques, à un moment, quand les attaques vont passer du discours de la propagande aux attaques concrètes, et on va voir peut-être des réactions de la part de la jeunesse, des classes populaires, de la classe ouvrière. Et possiblement, le réarmement de l'Europe ne va pas seulement venir accompagné de militarisation des esprits, mais aussi des luttes des classes. Et ce qui est en miroir, on va dire, aussi des tentatives de bonapartiser, ou en tout cas d'avancer vers une forme de bonapartisation qu'on appelle des régimes plus autoritaires et tout, justement pour faire face de façon parfois préventive ou parfois directement pour réprimer, et face aux résistances populaires qui pourraient se mettre en place face à ces plans de militarisation en général. Pour aller dans le sens de ce que tu disais, mais je crois que l'un des exemples un peu les plus frappants de la dynamique que tu évoquais, c'est la question du Danemark, qui a déjà annoncé un recul très important de la réforme des retraites pour financer l'effort de guerre. On le voit notamment, en tout cas, des vagues de conscription aussi qui s'annoncent dans un certain nombre de pays du Nord, etc. Mais
face à ça, je crois qu'il y a quand même un discours insidieux qui commence un peu à pointer le bout de son nez et qu'on entend, y compris depuis des partis qui ont accompagné en réalité, qui accompagnent en tout cas totalement la vague de militarisation, qui l'ont accompagnée même avant qu'elle fasse ce tournant historique. Je pense notamment à l'Allemagne où les Verts et le SPD ont été des acteurs centraux du tournant historique vers la militarisation de l'Allemagne et qui défend un peu l'idée, c'est un peu le discours aussi du Parti socialiste en France, d'Europe Écologie des Verts, qui défend l'idée que oui, il faut faire des efforts de guerre, mais qu'il faudrait faire payer les riches. Qu'est-ce que tu réponds en tout cas à ces partis qui s'adaptent de façon très importante à la militarisation et je voudrais poser une autre question qui est liée à celle-ci, mais qui concerne aussi en tout cas une partie de la gauche française. On entend par exemple du côté de Jean-Luc Mélenchon un autre son de cloche qui serait que, en tout cas avec une contestation en apparence, ou en tout cas dans les discours plus importants des phénomènes de militarisation, mais qui discutent cette fois contre la militarisation au prisme de la défense d'une position indépendante, de l'impérialisme français, en tout cas en défense aussi de l'impérialisme français. Qu'est-ce que tu peux dire déjà de ces deux positions et je te laisse intervenir sur ça. Oui, moi, les courants qui disent non, que oui, ok, oui à la militarisation, mais il faut que les riches y payent. Et moi, je pense que c'est des cyniques. Parce que les riches ont toujours, même en temps de guerre, pu échapper à la guerre. Et les enfants des riches qui devaient aller au service militaire ou aller à la guerre, papa venait ou maman, ils payaient. Et pour que le riche, il s'échappe. Mais c'est l'enfant du prolo, celui qui on enlevait de la mine ou du champ, et on l'enlevait au front, et où il allait perdre sa vie. C'est des cyniques, parce qu'on n'a qu'une vie. Et les riches peuvent payer, mais ceux qui perdent en termes de sang et de leur vie, c'est les prolos. Donc c'est très cynique. Moi, je suis plus dans la tradition de la chanson de Craon de la Première Guerre mondiale, une chanson anti-militariste qui disait aux riches, si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Que ce soit les riches qui aillent payer. S'ils veulent faire la guerre, bon, on va tes enfants, on va toi-même au front. Pourquoi c'est les prolos? Parce que c'est ça la réalité. C'est les enfants des prolos, c'est les prolos eux-mêmes, c'est les campagnards et les gens qui vivent dans des petites villes, des zones rurales, etc. C'est ces gens-là. Dans n'importe quel petit village français, on a l'hommage aux morts de la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Et ces gens-là, ce n'étaient pas des milliardaires. Hein. Et c'est toujours comme ça. C'est des guerres de classe. Et les riches ne vont pas, eux, au front. Parce que quand ils vont en tant qu'officiers, etc., ils ne vont pas se battre au front. Donc, je pense qu'il y a une question. Et oui, on parle de guerre. Avant, non, pendant la globalisation harmonieuse, on nous promettait un monde de paix, un monde de démocratie. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est un monde de guerre, qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut travailler plus longtemps pour financer les guerres et les bombes. Et les bombes, c'est pour financer. Et finalement, la paix, il faut la garantir avec une guerre. Et la démocratie, il faut la garantir avec la guerre. Et moi, je pense que c'est très beau de camoufler, d'occulter son discours guerrier derrière, oui, mais qu'il faut que les riches ils payent. Mais les riches, ils payent. Ils vont payer, évidemment que les riches vont payer. Et c'est quand il faut faire la guerre, et pour leurs intérêts, ils payent les riches. Hein. Ils n'ont pas de problème à payer. Mais aussi, ils s'enrichissent beaucoup. Ça, c'est une autre question. Donc, je pense que c'est une position complètement cynique parce que la question de laquelle on est en train de parler, c'est évidemment, on ne dit pas que la guerre, c'est demain, mais on prépare les esprits, on se prépare pour des éventuelles guerres. D'ailleurs, on ne sait pas contre qui, pour l'instant, on parle de la Russie, mais on ne sait pas trop, mais on sait que tout le monde s'arme, se prépare pour la guerre. Et la question, c'est la vie, qui va vivre ? Si tu as un enfant qui va à la guerre, ou toi-même, ou ton voisin va à la guerre,
et tu vas être le cœur soulagé parce qu'il y a le riche qui a payé. Alors moi, je pense que c'est une position complètement cynique de la part de ces courants qui, de toute façon, ont depuis longtemps capitulé et accompagné complètement les politiques impérialistes de guerre et tout, qui ne représentent plus rien en termes des intérêts des classes populaires, de la classe ouvrière. Et du côté de la position de Mélenchon, qui essaye de se différencier, non, de, 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 de ces courants-là, et il parle plus de paix, mais en même temps en constatant qu'il faut un réarmement. Et lui, il voudrait, oui, limiter ce réarmement et le renforcement de la défense à la défense de la France. Mais lui, quand il parle de la France, ce n'est pas la France continentale, c'est la France sur les 5 continents, c'est-à-dire la France avec tous ses départements et territoires qui sont en réalité des colonies, avec des jolis noms de départements, mais qui sont, la réalité, c'est des colonies ou des restes de l'empire colonial français qui restent, et lui nous propose ça. Je pense que c'est une politique qui, voilà, d'une autre façon, en mettant plus au centre la question de la défense de la patrie et d'une position illusoire, comme quoi la France pourrait participer à un bloc de non-alignement. On se demande non-alignement sur quoi, et surtout qui occulte le fait que la France elle-même, c'est une puissance de guerre. Et les dernières années, je sais pas, la Libye, c'est beaucoup le gouvernement français qui a poussé à l'intervention. En Syrie, François Hollande voulait pousser Barack Obama à intervenir plus fort en Syrie, par exemple. Donc, c'est occulter ça. C'est pas une question de gouvernement. C'est que, oui, je sais pas. Quand on voit la place qu'occupe la France au niveau mondial en termes d'exportation d'armes, c'est la 2e ou la 3e puissance exportatrice d'armes. Donc, parler de la France des non-alignements, c'est un peu, bon, je pense, une illusion, un peu tromper les gens, non, de parler comme ça. Je pense que la première chose à voir, c'est éviter que la France déjà participe à des guerres qui arment des gens qui font la guerre, qui arment par exemple Israël qui va bombarder les Palestiniens, etc. Bon, ça serait déjà la première chose à dire, plutôt que parler de la défense de la France, comme si la France n'était pas un pays, un État impérialiste. Comme si la France était, je sais pas, un pays dominé par je ne sais pas quelle puissance. Non, la France est une grande puissance impérialiste qui domine d'autres peuples dans le monde. Et ça, il faut le dire clairement. Je pense que c'est une grande divergence qu'on a avec la France insoumise sur ce point. Pour aller vers la fin et aussi vers des éléments de présentation, en tout cas de défense de notre perspective face à la guerre. Il y a une tradition dans le mouvement ouvrier révolutionnaire qui est la question du défaitisme révolutionnaire face à la guerre. En quoi aujourd'hui, y compris dans des coordonnées où une partie de l'extrême gauche s'aligne dans le camp de l'OTAN, la question d'une position en indépendance de classe, elle est centrale pour lutter face aux tendances à la guerre, justement. Oui, c'est vrai que depuis 2022, on a vu certains courants de l'extrême gauche anticapitalistes, notamment le nouveau parti anticapitaliste, l'anticapitaliste, qui, sous prétexte de défendre l'Ukraine et l'autodétermination de l'Ukraine face à l'agression russe, se sont d'une façon ou d'une autre alignés sur les positions de l'OTAN. C'est des camarades qui demandaient des armes pour l'Ukraine, alors que l'OTAN voulait armer l'Ukraine, etc. Et surtout qui partait je pense, non, en tout cas, d'une mauvaise analyse de la situation, qui voyait juste comme si la guerre s'est limitée entre la Russie et l'Ukraine, et sans voir le rôle central de l'impérialisme dans cette guerre, et comment elle a manipulé, l'impérialisme a manipulé, utilisé le camp ukrainien pour poursuivre ses propres intérêts. D'ailleurs, je pense que s'il y a au début, dans les premières semaines et mois de la guerre, certains pouvaient avoir des doutes, je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair. Le fait de comment Trump a traité et comment il est en train de traiter l'Ukraine,
toute la convoitise horrible qui sont en train de mettre en place, non seulement les États-Unis, mais toutes les puissances impérialistes, et non seulement la Russie aussi, parce que la Russie aussi a des visées de ce point de vue, mais comment ils sont en train de voir comment c'est partagé les ressources naturelles ukrainiennes. Même le gouvernement ukrainien est en train d'offrir ça comme garantie, comme garantie pour ne pas être abandonné. Et je pense que c'est assez clair le rôle des différentes puissances impérialistes, non seulement des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne. Et regrettablement, il y a des camarades qui se revendiquent anticapitalistes qui ont complètement capitulé à ces positions, et au point de participer à plusieurs reprises dans des manifestations avec des organisations nationalistes, des droites, réactionnaires, seulement parce qu'ils soutenaient l'Ukraine, par exemple. Donc, je pense que c'est une erreur. Nous, depuis le début de la guerre, on a défendu une position claire de ni Poutine, ni OTAN. Que pour nous, l'autodétermination de l'Ukraine ne peut venir que de la main de la classe ouvrière alliée à la jeunesse, aux classes populaires du pays, mais aussi de la Russie. D'ailleurs, sur cette question, comment faire pour que la classe ouvrière en Russie, comment les classes populaires, la jeunesse en Russie rompent leurs liens et leur soutien tacite, parfois plus explicite, parfois moins explicite de Poutine, c'est aussi que nous, qui décident de ce côté-là, on ne fait pas des alliances avec nos bourgeoisies et nos impérialismes. Et parce que c'est ça qu'utilise Poutine, de dire tous contre la Russie. Donc oui, beaucoup des classes populaires, des personnes des classes populaires en Russie s'alignent derrière Poutine, justement parce que tout le monde est contre la Russie. Je pense que, et pareil, sur la question de l'armement et la menace russe, la réponse face à une menace russe n'est pas d'armer nos bourgeoisies, qui après vont tourner les armes contre nous, en quelque sorte. Mais c'est de faire en sorte que ce soit les classes populaires en Russie même qui désarment cette menace et qui désarment Poutine. Donc je pense que c'est des questions qui peuvent paraître chimériques, mais pour moi, la chimérique, l'utopie, l'illusion, c'est de croire que l'autodétermination de l'Ukraine pouvait venir de la main des impérialistes. Qu'on est en train de voir aujourd'hui que l'Ukraine va finir avec, très probablement, avec des morceaux entiers de son territoire qui vont être amputés, et un pays complètement militarisé et complètement dépendant des impérialistes. Et non seulement d'un point de vue militaire, des garanties de sécurité, mais aussi ultra endetté. Parce que ce n'est pas seulement les États-Unis qui demandent de l'argent à l'Ukraine. L'Union européenne, avant Trump, déjà, donnait de l'argent, mais en forme de prêts, que l'Ukraine va devoir rembourser. Je ne sais pas comment ils vont faire, parce qu'en plus, le pays, il est détruit d'un point de vue économique, très affaibli et tout. Donc, on voit que dans le contexte d'une guerre qui finalement avait deux camps réactionnaires et où il n'y a pas pu avoir un troisième camp qui représente vraiment les intérêts des travailleurs et des classes populaires, et le résultat est forcément réactionnaire. Et ça, c'est une réalité que des camarades ne veulent pas voir. Ils veulent faire continuer à croire qu'il y a une possibilité de continuer à se battre de la main des impérialistes. Non, parce que maintenant, il y a un nouveau terme, non, de l'impérialisme néofasciste, qui viendrait être Poutine et Trump. Et l'autre, quoi, c'est des impérialismes démocratiques, mais dans la tradition, en tout cas, de laquelle nous, on se revendique, du marxisme, l'impérialisme, c'est l'impérialisme, évidemment. Et ça pouvait adopter différentes formes, mais l'impérialisme, c'est l'impérialisme. C'est pas de la main des Allemands, de l'impérialisme allemand, de l'impérialisme français, anglais ou d'autres en Europe qui viendra à la libération de l'Ukraine. On le voit d'ailleurs dans le cas de la Palestine. C'est bien de le mettre en parallèle, parce que c'est un scandale quand Trump menace d'arrêter de fournir des armes à l'Ukraine, mais quand il continue à fournir des armes et donne le feu vert pour que Netanyahou relance des bombardements sur Gaza, là, il n'y a pas de protestation. Là, ce n'est pas un scandale. Là, c'est normal, on dirait. Donc, on voit que ces puissances-là
toute démocratie qu'ils peuvent se revendiquer, c'est pas la réalité. D'ailleurs, sans parler de toute la répression qu'il y a et qu'il y a eu du mouvement de solidarité avec la Palestine, par exemple. Donc oui, je pense que de ce point de vue, oui, il faut garder une question centrale, c'est l'indépendance de classe face à différents acteurs, face à Poutine, face aux oligarques ukrainiens, il ne faut pas les oublier, au gouvernement de Zelensky qui représente en grande partie ça, et avec une position ultra pro-impérialiste, mais aussi une indépendance des impérialistes occidentaux, dont la France fait partie, et qui n'est pas une puissance d'épée. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'encourage toutes les personnes qui auraient regardé la vidéo, en tout cas jusqu'à son terme, de partager la vidéo, de la commenter, de lire également les articles que nous publions quotidiennement sur Révolution Permanente, à la fois au sujet de l'évolution de la situation en Ukraine, mais aussi sur les tendances internationales plus larges, Gaza, les tendances à la militarisation, etc. J'invite également nos lecteurs à suivre les initiatives que nous faisons avec Révolution Permanente et que nous ne manquerons pas de faire dans les semaines et mois à venir, notamment parce qu'au regard de la discussion que nous avons eue, il y a une urgence à s'organiser contre ces tendances à la guerre pour défendre une autre perspective et pour défendre la possibilité, mettre un stop à ces tendances qui ne font qu'annoncer de futures guerres, de nouveaux massacres et des nouvelles spoliations.